Le déplacement à Auschwitz du tribunal de Francfort aura sans doute pesé plus lourd que bien des témoignages sur le cours d'un procès qui dure depuis plus d'1 an. Auschwitz. Comment ne pas voir ressurgir ici, derrière les barbelés restés intacts, les visages de ce peuple conduit à la mort, une mort voulue, organisée. Comment éviter la vision de ces colonnes d'enfants en pyjama rayés, promis au gaz ou à la piqûre en plein cœur. Auschwitz, où il fallait qu'il ne reste que des cendres, et parce qu'il pouvait encore servir de pauvres hardes et des cheveux. On a peine à imaginer ce que ces souvenirs ont pu provoquer après plus de 20 ans sur le docteur Lucas, qui fut médecin du camp, le seul des accusés du procès de Francfort qui ait accepté de revenir sur les lieux du plus effroyable des crimes. Le premier jour de l'année, le monde entier, ou à peu près, avait rendez-vous à l'Élysée avec le président de la République. Dans son allocution, le doyen du corps diplomatique a notamment déclaré « Il semble que nous soyons entrés dans une période de l'histoire où les hommes pourraient cesser de s'opposer pour former enfin une humanité. » 80 ambassadeurs et 25 chargés d'affaires étaient venus présenter leurs vœux au général de Gaulle. À la suite de l'inauguration de la section de l'autoroute du Nord Le Bourget-Senlis par le ministre des Travaux publics et des Transports, la France a quitté 1964 avec 485 km d'autoroute en service. On nous promet 178 nouveaux kilomètres en 1965. Au cours de l'année 65, les experts économiques prévoient un nouveau bond des industries chimiques en France. Ce bond, dans un domaine encore riche de promesses, impliquera la création d'usines nouvelles, autrement dit des investissements, des capitaux. La croissance industrielle et économique prévue impliquera dans le même temps le développement des usines existantes, le renouvellement des machines, comme ce fut le cas pour cette importante imprimerie française, maintenant équipée des rotatives héliogravures les plus modernes d'Europe. Ici encore, d'importants capitaux devront intervenir. Le Crédit national, qui assure par ses prêts dans les secteurs industriels et commerciaux le développement économique, aura encore à s'employer largement en 1965. Il sera, à l'échelle nationale, le stimulant nécessaire de l'expansion attendue. Ils ne sont pas rares aujourd'hui ces chemins des hautes terres où plus rien ne passe parce qu'ils ne mènent plus à rien. Combien de villages de France l'attrait des villes a-t-il transformé en spectre? Tourette était en Haute-Provence un de ces villages déserts sous un ciel magnifique. À Tourette pourtant il s'est passé quelque chose. La vie est revenue dans ces rues mal pavées. Et ici, derrière les vieux murs, le battant d'un métier de tisserand va et vient au rythme lent des choses d'autrefois. Des artisans sont venus ici comme vers un refuge, fuyant l'agitation des villes, si bien que la ville qui l'a vidée a elle-même repeuplé Tourette, devenue village d'artistes. À Grimone, sur les pentes du Vercors, il s'est également passé quelque chose, autre chose. Des étudiants sont venus restaurer le village abandonné pour le rendre accueillant aux enfants inadaptés. Sur le plateau de Roure, en Lozère, c'est encore autre chose. Les harkis des lointains hauts plateaux où pousse l'alpha ont pris la succession des paysans du Massif central. Au détour du chemin, le village abandonné, hier, a offert le spectacle d'un village des Aurès. L'Auvergne ici s'est mise à sentir le méchoui. Les bergers sont revenus sur le plateau déserté et c'est une nouvelle pastorale qui a commencé.
Les pêcheurs de Terre-Neuve, nul ne l'ignore, ont toujours marqué un net intérêt pour la morue. Et comme la morue est friande de calmar, les pêcheurs de Terre-Neuve se sont par conséquent toujours intéressés au calmar. 1964 a amené sur les côtes des quantités de ces mollusques qui constituent un appât idéal pour les campagnes de pêche. Et à la ligne ou au filet, on en a fait une récolte à peu de choses près miraculeuse. Dans ces conditions, la pêche à la morue se présentait sous les meilleurs auspices pour les pêcheurs canadiens. D'autant qu'ils n'auront pas de souci à se faire pour l'écoulement de leur cargaison. Une nouvelle usine vient d'entrer en action en Nouvelle-Écosse et elle semble capable, en raison de sa mécanisation, d'absorber facilement un certain nombre de milliers de tonnes de poissons pour en faire par exemple des filets. Mais on peut faire ici toutes sortes de choses du poisson. On peut en faire des croquettes. On peut aussi, en débitant à la scie des blocs de chair de poisson surgelés, fabriquer des bâtonnets, bientôt transformés en beignets dans une friteuse capable d'en cuire 1 tonne à l'heure. Etc., etc. Le métier de chauffeur de taxi n'est pas de tout repos, en particulier à Moscou où ce singulier passager sème l'effroi dans la corporation. Il mène exactement la vie du plus banal des animaux domestiques. C'est, paraît-il, le plus doux et le plus sociable des compagnons. Mais le grand mérite de Walter Zapachny, c'est de réunir chaque soir dans la même cage du cirque de Moscou des ennemis aussi irréductibles que lions, tigres, panthères et lynx. Une douzaine de pensionnaires au caractère ombrageux et au tempérament batailleur, mais dont l'agressivité n'exclut pourtant pas une certaine propension pour des arts plus délicats. Tous obéissent au doigt et à l'œil. Devant une telle arche, le vieux Noé fait figure d'amateur. On les imagine volontiers en descente de lit, mais il faut s'appeler Zapachny pour en faire son voisin de couchette. « 10 années de travail, voilà ce que représente le Grand Larousse encyclopédique dont le 10e et dernier volume vient d'être présenté au ministre de l'Information. 700 spécialistes les plus indiscutables des arts, des lettres et des sciences ont participé à l'élaboration de cet ouvrage où les moyens mécanographiques modernes ont été mis au service d'une expérience de plus d'1 siècle. Pour massif qu'il soit, 10 240 pages, sa consultation reste facile grâce à toute une série de renvois. 31 000 dessins et photos viennent compléter un texte de 165 000 articles. Les documents ont été choisis parmi des centaines de milliers. Chacun a fait l'objet d'une analyse minutieuse avant de recevoir le bon d'insertion. À lui seul, le Grand Larousse encyclopédique remplace toute une bibliothèque. La matière de ces 10 tomes, en effet, représente l'équivalent de 500 volumes. C'est la dernière chance offerte à l'homme du XXe siècle d'avoir des clartés de tout, y compris du ski. Ski, mot norvégien, planches sur lesquelles on glisse sur la neige, plus ou moins bien, ainsi que nous l'ont démontré à Megève, Sacha Distel, Jacques Charrier et les concurrents du Grand Prix international des artistes. Sur les pentes du Mont d'Arbois, toutes ces vedettes ont donc joué les périllas et les bonlieux, rôle dangereux mais seulement pour la dignité. Côté dames, Helga Andersen fut une des vedettes, sinon une des concurrentes les plus remarquées. Mais le triomphe fut pour Annie Cordy, presque aussi à l'aise sur ses planches incertaines que sur celles plus solides du Châtelet ou de la Gaîté Lyrique. Plus sérieuses furent les joutes de Wengen pour les traditionnelles épreuves internationales du Lauberhorn. Mis en déroute la veille dans la descente, ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs, les Français avaient à cœur de se réhabiliter. Ils devaient le faire magnifiquement grâce à Killy, qui enlevait la seconde place du slalom spécial. Pour Honoré Bonnet, la revanche allait être complète avec Guy Périllat, dont la course allait être un modèle de perfection et de régularité.
Beria réalisait le meilleur temps et enlevait brillamment le slalom du Lobérorn. 3 Français dans les 5 premiers, Killy, Périllat, Harpin, l'honneur était sauf. Autre sport, autre définition, rugby, sport typiquement britannique pratiqué par des équipes composées de 15 joueurs. Sport typiquement britannique, mais que les Français pratiquent avec une telle autorité qu'on finira par croire qu'il est né dans le Midi. À preuve, cet essai, 4 minutes à peine après le début du match France-Écosse à Colomb. Remarquez bien que les Écossais n'ont tout de même pas oublié que le rugby est né en Grande-Bretagne. Cette attaque, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est aussi le départ d'un grand match qu'aucune définition ne saurait traduire. Le ralenti vous en dira davantage que les mots. Tout cela, c'est le rugby avec un grand air. Pas une seconde on ne laisse traîner le ballon et cela dure 80 minutes, mené tambour battant par les Français. Tout un stade se lève pour voir de telles attaques. Évidemment, dans les plaquages, ça fait des étincelles. Dans cette extraordinaire rencontre, les Français ont su forcer le destin. Regardez bien cette phase de jeu. Darouille suit, il contre, ça y est, nouvel essai français. Mieux encore, le slalom de Piquet à travers la défense écossaise, voilà une définition claire du rugby. Tout aussi limpide est la réplique de l'équipe d'Écosse, un ballon qui vole de main en main au cours d'une descente de 75 mètres, entrecoupé de passes croisées, un modèle du genre. Encore une course folle de Darouille, ponctuée par un essai, 16-8 pour la France. Maintenant, vous savez tout sur le rugby. Il y a 5 ans, la prééminence de la culture dans la vie de la nation était consacrée par la création d'un ministère. Le 18 novembre 1964, sous l'impulsion d'André Malraux, la France reconnaissait enfin aux artistes l'égalité dans les droits sociaux. Il reste que, dans quelques jours, grâce à vous, un certain nombre d'hommes qui ne savaient pas comment leur femme pourrait accoucher, comme si c'était une sorte de culpabilité d'être peintre, sauront désormais qu'ils ont les droits courants des Français. Des ateliers nouveaux, pleins de lumière, se substituent aux locaux insalubres et insuffisants qu'a connus un Modigliani. La loi qui oblige à consacrer 1% du budget de chaque construction publique à la création artistique permettra non seulement à l'œuvre d'art de se multiplier, mais aussi de prendre sa place dans notre vie de tous les jours, comme cette sculpture d'Adam qui s'est intégrée au jeu des élèves du lycée de Vincennes. De grands musées se transforment. Les salles de tout tunnel du Vieux Louvre sont remaniées de fond en comble. D'importantes donations récentes ainsi que tous les trésors qui s'entassaient dans les réserves pourront enfin être offerts au public. Les chefs-d'œuvre des grands peintres contemporains, les Manet, les Renoir, les Rousseau, les Rouault, trouveront dans ces salles fonctionnelles leur cadre idéal. Dans un monde où les contacts, les rencontres s'imposent, l'art ne peut se passer d'échanges. Les maisons de la culture, avec leurs discothèques, leurs salles d'exposition, répondent à ce besoin. La première s'est ouverte à Bourges en octobre 1963. Leur cadre fonctionnel engage le meuble français dans un nouvel essor. Ainsi, le mobilier national fait appel à de jeunes décorateurs pour créer des formes nouvelles, capables de tenir leur rang dans la compétition internationale.
Comme elle l'a fait avec Harpe, la manufacture des Gobelins s'adresse aux grands maîtres contemporains, Le Corbusier, Masson, Adam, Villon, pour créer ses tapisseries. Au nombre de ceux qui travaillent à cet art ancien, il y a aussi Chagall. Chagall qui vient de donner un nouveau plafond à l'opéra. L'attaque qui a terrassé Sir Winston Churchill a jeté l'Angleterre et le monde dans une profonde tristesse. On l'aimait bien, le vieux lion, et on le lui prouvait au besoin avec un grain de malice, en rappelant par exemple ce goût particulier qu'il avait pour les couvre-chefs. Il les collectionnait presque avec autant de plaisir que les cigares, ce qui n'est pas peu dire. Il y eut le haut de forme de l'homme d'État, le bicorne du premier lord de l'amirauté, la casquette de général de la Royal Air Force et le bonnet de fourrure des hivers moscovites, la toque de docteur honoris causa, le chapeau emplumé de chevalier de la Jarretière et le large chapeau si commode pour un peintre paysagiste. Winston Churchill était né au château du duc de Marlborough, son ancêtre, alors que l'autre siècle était loin d'être fini. La reine Victoria régnait sur l'Angleterre. La carrière militaire le fit passer au XXe siècle. On le retrouva fringant ministre du Commerce à 33 ans dans un cabinet libéral. De ministère en ministère, il sera lord de l'amirauté en 1914. Entre-temps, il a rencontré Miss Clémentine Osier qui est devenue Lady Churchill. « Ma meilleure moitié », dira-t-il. La guerre, il l'a faite avec le Royal Scott Fusiliers. La victoire l'a rendu à la politique, où ses évolutions entre les partis lui valurent des hauts et des bas. Et puis, il y eut Danzig. De premier lord de l'amirauté, George VI en fit son premier ministre à l'heure où les Allemands envahissaient la Belgique. Il avait 65 ans, l'heure était grave. Pour l'Angleterre, le drame s'appelait Dunkerque. Pour la France, l'armistice. Derrière les falaises de Douvres, l'Angleterre était seule devant l'assaut des bombardiers allemands. Le casque de la défense passive sur la tête, sa résolution galvanisa le pays. Il savait ce que coûterait la lutte. Il le dit avec sa terrible franchise aux Anglais. Je n'ai rien à vous offrir que du sang, de la sueur et des larmes. Pendant un an, il portera pour ainsi dire personnellement ce fardeau. Jusqu'à ce jour de 1941 où, sur un bateau voguant au large des côtes américaines, il signera avec Roosevelt la Charte de l'Atlantique. Les premiers fruits de sa détermination, il ira les cueillir auprès de Montgomery dans le désert au lendemain d'El Alamein. Et puis viendra le jour le plus long, le débarquement de Normandie, enfin la récompense. Et ce sera encore Monty qui accueillera l'homme au cigare. En février 1945, il était à Yalta aux côtés de Roosevelt et de Staline pour parachever cette victoire qu'il avait voulue dès le premier jour. Churchill avait porté l'Angleterre dans un dur combat jusqu'à la capitulation du Reich et l'Angleterre le remerciait maintenant au balcon même de Buckingham. Paris, au lendemain de sa libération, l'avait déjà acclamé sur les Champs-Élysées.
Lorsque 20 ans après, à 90 ans, il abandonnait la vie politique, il restait pour le monde l'homme de la victoire. En 1958, le général de Gaulle l'avait fait compagnon de la libération et lui avait dit « La France sait ce qu'elle vous doit ». Depuis les Jeux Olympiques d'Innsbruck, les skieuses françaises n'ont plus aucune espèce de complexe face aux skieuses autrichiennes et allemandes. Elles viennent de le prouver une nouvelle fois à Saint-Anton, dans le pays même de leur rival, au cours des épreuves du Kandahar. Marielle Guatchel, la bagarreuse que l'on voit ici, s'est fait coiffer sur le poteau de 4 centièmes de seconde par Heidi Biebel au slalom. Mais cela n'a pas empêché la championne française de remporter le combiné grâce à une autre seconde place dans la descente. Une descente que l'Allemande Heidi Biebel semblait devoir gagner. Elle avait tout fait pour cela, avalant les bosses du parcours à plus de 100 à l'heure dans un style très masculin. En voulant jouer leur va-tout, quelques-unes des concurrentes se sont payées de jolis vols planés. L'Autrichienne Edith Zimmermann, l'une des favorites, était au nombre de ces danseuses étoiles involontaires. Celle que l'on n'attendait pas dans cette descente du Kandahar, c'est la petite Pyrénéenne Annie Famos qui n'avait plus rien fait de bon depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis l'époque de ses premiers exploits. Annie Famos a déboulé les pentes comme une grande championne qu'elle est, et finalement, elle a mis tout le monde d'accord en remportant la descente du Kandahar, comme elle l'avait déjà fait en 1963. La jument Elma a spécialement traversé l'Atlantique pour participer à Vincennes au Grand Prix d'Amérique. Son record, 1 minute 13 secondes 4 dixièmes au kilomètre, ne semble pas impressionner Holtenkr, Ozo ou Oscar Herrel, ses concurrents probables. Il reste qu'avec la participation de la Loterie nationale, qui placera des millions de francs de gros lots et bien d'autres sous le pas des trotteurs, le Grand Prix d'Amérique sera l'événement hippique de ce début d'année. Depuis longtemps déjà, problème circulatoire s'est posé, mais c'était impossible de penser que demain il y aurait amélioration. Chez jeunes patients, première manifestation des maladies et transformation du véhicule occasionnel en transport nerveux et bariolé où Chatterton est les rois. Les nouveaux consommateurs d'asphalte viennent alors s'agglutiner aux autres comme ceci, n'est-ce pas? Au point névralgique, si bien que même régulateurs circulatoires dépassés, débordés, presque étouffés. Beaucoup d'ordonnances modératrices essayées, mais abus entraînent alors nouvelle poussée maladie sensibilisant les patients. Les journaux, ces jours-ci, affirment ma thèse en publiant des faits. Cette maladie comporte 2 stades. Premier stade caractérisé par afflux verbal, comme les montre illustration suivante prise sur les vifs. Bon, passe mon gars, passe et file. Non, si tu vas pas, bon, c'est pas parce que t'as une casquette. T'as rien à foutre, mais fais de patate. Dis donc, ta voiture, elle vient des puces, allez, roule, va. On marche au plus, avec le chauffeur, c'est pas d'occasion, Deuxième stade, deuxième plus grave, car entraîne déchaînement force bien souvent inégales qui peut avoir conséquences très graves pour l'organisme. Heureusement, après recherche dans laboratoire, j'ai trouvé antidote à ces nouveaux poisons. Je conseille donc Hatha Yoga. Hatha Yoga très efficace pour malades souples. En cure préventive, je conseille auto-tampon, bing bong. Enfin, je recommande Stocka, où malade peut se défouler au maximum. Nous nous devons de signaler qu'il existe à Paris une autre méthode de défoulement. Dans un espace volontairement restreint, les patients s'agitent d'abord en cadence.
Puis, ils se jettent les uns sur les autres. Cet exercice s'appelle la bostella. On nous affirme qu'il s'agit d'une danse. Le twist avait mis fin à 150 ans d'enlacement. Voici venu le temps de l'entassement. La nouvelle rencontre du général de Gaulle et du chancelier Erhardt sera-t-elle à l'origine d'une relance de l'union politique européenne? À l'issue des entretiens qui se sont déroulés durant 2 jours au château de Rambouillet, on s'est montré particulièrement optimiste, tant du côté français que du côté allemand. À Washington, le tragique souvenir de Dallas a plané sur l'investiture du président Johnson. C'est dans une voiture à l'épreuve des balles qu'il a gagné le Capitole, où, aux côtés du vice-président Humphrey, il prêtait le serment traditionnel à la Constitution américaine. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Un long cortège made in US a salué le 36e président des États-Unis qui se succède à lui-même pour 4 ans. Des phases de jeu aussi claires, on n'en a pas vu beaucoup au cours du match France-Irlande comptant pour le tournoi des 5 nations. Les Français se demandent encore ce qu'ils sont venus faire dans cette galère de Landstone Road. Les joueurs au maillot blanc étaient 15 contre 50 000 Irlandais déchaînés et sur le terrain et dans les tribunes. On aurait cru que le sort du monde était en jeu dans cette bataille qu'ont failli gagner les Irlandais. Par chance, les Français ont eu un sursaut au cours des dernières minutes du match, ponctué par cette attaque classique et un essai d'égalisation signé Darouille. Ils peuvent dire aujourd'hui qu'ils reviennent de loin après cette folle partie de rugby. Le rallye de Monte-Carlo, c'est d'abord un panorama des grandes villes européennes. Les équipages, en effet, ont pris le départ simultanément de Stockholm, comme ici. Là, nous sommes à Francfort, l'itinéraire de la chance pour les Allemands Foringer et Wüthrich sur la Porsche 150 qui termineront à Monte-Carlo sur les talons des vainqueurs. L'armada des Citroën a choisi Minsk comme point de départ. Elles seront toutes là à l'arrivée, l'équipage Néret et Ramorcy en tête. Après un parcours sans histoire jusqu'à la frontière française, l'hécatombe commence. Un véritable casse-tête chinois, ce rallye 1965. Les traîtrises de la route se sont en effet multipliées tout au long du parcours. Tempête, neige, verglas, bref, tout un arsenal de difficultés que seuls 22 concurrents sur 237 au départ ont pu éviter. Quant à l'équipage insolite composé des 2 champions cyclistes Jacques Anquetil et Raphaël Geminiani, il a très bien supporté la grande aventure, du moins à ses débuts. Cette aventure s'est terminée en drame pour la plupart des concurrents sur l'itinéraire commun de Chambéry. Avec le mauvais temps, la principale difficulté à résoudre, c'était le problème des pneus. Ce sont ceux qui ont résolu cette difficulté la plus importante, qui ont triomphé à Monte-Carlo. La sœur de Stirling Moss, Pat Moss, était de ceux-là. Elle a remporté la Coupe des Dames. Les vainqueurs, les voici. C'est à bord de cette petite Cooper que le Finlandais Mäkinen, en compagnie de Paul Easter, a gagné ce rallye 1965, l'un des plus difficiles que l'on ait connu. Avant une épreuve de ski, la préparation de la piste mobilise pendant de longues journées des équipes entières. Damer la neige suivant un tracé et quelquefois même en apporter aux endroits où la couche est devenue insuffisante. C'est à ce travail de mise en forme qu'a été soumise la nouvelle piste de compétition créée à Courchevel et qui porte le nom de son promoteur, l'ancien champion de France Jean Blanc. Avec une dénivellation de près de 1000 mètres, un mur extrêmement raide, elle sera l'une des plus rapides d'Europe et sans doute on y courra un jour le Kandahar. Mais si l'on est aux petits soins pour les pistes de compétition, on l'est aussi pour celles que les skieurs empruntent journellement. Chaque matin, des pisteurs passent à la raclette le parcours des remontes-pentes de Courchevel. Le lendemain des grosses chutes de neige, des autochenilles ont pour mission d'assurer un premier damage. Et à l'heure où la station est encore endormie, 60 pisteurs nivellent bosses et trous
et retrace les parcours de façon à ce que les skieurs ne risquent pas de se fourvoyer dangereusement. Ce souci de sécurité conduit du reste ces jardiniers des neiges à faire plus encore. Munis de petits ballons, pour les rendre repérables en cas d'ensevelissement, ils vont eux-mêmes provoquer des coulées préventives. Ainsi ne risqueront-elles pas de déclencher plus tard de vraies avalanches et d'ensevelir des skieurs. Jardinier des neiges, un métier peu connu et qui n'est pas de tout repos. Il faut loger, on construit. Mais l'homme n'a pas seulement besoin de logement, si confortable soit-il. Il a aussi besoin d'un décor à sa vie. Les villes anciennes restent un exemple d'harmonie, avec leurs arbres, leurs places, leurs fontaines, leur âme. Il n'est naturellement pas question de chercher à reproduire aujourd'hui le décor des villes anciennes, mais préserver, sauvegarder les principaux secteurs caractéristiques d'une époque et la politique poursuivie depuis bientôt 5 ans en France par le ministère des Affaires culturelles. Le quartier Saint-Jean à Lyon, et avec lui les vieilles rues d'Avignon, Pézenas, Uzès, Sarlat, font désormais partie du patrimoine national au même titre que le château de Vincennes en cours de restauration. À travers la France, d'importants travaux de réfection emploient aujourd'hui des milliers d'ouvriers, de techniciens, d'artisans et d'artistes. Le château de Fontainebleau a retrouvé les fresques du primatis. Des statues que menaçait la dégradation ont rejoint les musées, laissant leur place à des copies exécutées par des artistes de renom, comme ce fut le cas pour le groupe de Carpeaux à l'Opéra. Dans cette vaste entreprise de restauration menée, si l'on peut dire, sur tous les fronts, on ne pouvait ignorer ces merveilles du passé que sont les châteaux de la Loire. Il a fallu plus d'1 an pour remettre en état les toits de Chambord aux 200 cheminées. Il reste que Paris, en raison de ce qu'il représente dans l'histoire et dans le monde, aura été le symbole de toutes ces restaurations. Le Louvre a retrouvé en 1964, à coups de pelle mécanique, ces anciens fossés qui permettent à la colonnade de Perrault de réapparaître dans sa splendeur première. Cependant, peu à peu, Paris tout entier, dans ses monuments, ses avenues, ses places, ses perspectives, a retrouvé son éclat. Les tonnes d'eau et de sable qui ont été déversées depuis 3 ans pour redonner à la pierre sa blancheur nous ont révélé les lignes magnifiques de son architecture. Paris est à redécouvrir. Il faut aussi revoir Versailles, dont les jardins en perpétuelle transformation sont l'objet d'améliorations et de soins constants pour retrouver et perpétuer la rigueur et la beauté du dessin imposé par le nôtre. Mais si les jardins à la française brillent à Versailles, l'art moderne s'épanouit aux Tuileries. Les statues de Mayol, conçues pour la lumière, nous apparaissent grâce à ce musée en plein air dans toute la richesse de leur forme.